Bonjour à toutes et tous. Et évidemment, en tout premier lieu, je vous remercie de votre participation et je remercie bien sûr Paul Essenbruck et Roxane Chebli qui sont nos témoins ce matin. Je suis très heureux d'introduire ce cycle, en fait, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, cette première édition en ligne des matinales de l'engagement que nous avions commencé à avoir l'habitude de monter avec vous, sur le thème « La solidarité face à la crise ». Alors, à situation exceptionnelle, initiative inédite, comme je vous l'ai dit, un tout nouveau format. Afin de nous rapprocher, même virtuellement, les uns des autres durant ces semaines de confinement qui s'ouvrent à nous, eh bien, nous vous proposons de nous retrouver chaque jeudi du mois de novembre à 9h30 sur Teams, comme on est en train de le faire, pour y découvrir les initiatives positives d'acteurs solidaires de la communauté défense et du monde civil. Depuis le début de cette pandémie inédite, les organisations qui œuvrent pour l'intérêt général font face à des contraintes multiples qui bouleversent jour après jour leur fonctionnement. Je pense que vous le voyez tous et nous le vivons pleinement à UNEO. Vous avez un certain nombre de membres du conseil d'administration autour de la table aujourd'hui qui le voient très bien au quotidien. Et pourtant, on continue tous d'agir. Toutes ces organisations s'adaptent, elles se réinventent pour poursuivre coûte que coûte les actions qui constituent leur raison d'être et qui ont encore moins de raisons d'être abandonnées pendant ces périodes un petit peu difficiles pour tout un chacun. Je suis persuadé, comme je suis sûr, nombre d'entre vous, que la solidarité avec un grand S, une des valeurs cardinales d'UNEO et de nombre d'entre vous, commence d'abord par l'échange et le partage. Donc, je vous remercie à nouveau de votre présence et je vous souhaite à tous une très bonne matinale, la première du genre. Merci pour ces mots introductifs, Général. Selon une enquête du mouvement associatif menée en mai et juin dernier auprès de 16 000 associations, plus des 2/3 déclarent avoir fonctionné à moins de 20% de leur activité normale sur la période du premier confinement. Les annulations et les reports d'événements sont devenus depuis mars le lot quotidien des organisations et le nouveau confinement que nous vivons ne dessine guère d'amélioration à court et moyen terme. Ces nouvelles conditions d'activité faites d'incertitudes et d'ajustements permanents nous amènent finalement à interroger les missions profondes de nos organisations. Faire face aux urgences nouvelles tout en maintenant une continuité de l'activité initiale, voilà nos défis communs. Pour en parler avec nous ce matin et témoigner de la force d'adaptation de leurs structures respectives, Paul Essenbruck, qui est chef du bureau Bleuet de France et communication de l'ONAC-VG, et Roxane Chebli, qui est chef de la mission mécénat au musée de l'Armée. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Louise, bonjour à tous. Alors, on va commencer par vous, Paul. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a vu le jour en 1916, au cœur d'une des crises majeures du XXe siècle, pour faire face aux conséquences désastreuses de la guerre sur les soldats engagés et leurs familles. Aujourd'hui, si la crise que nous vivons est d'un ordre différent, elle fragilise d'une façon inédite les populations ainsi que les organisations d'intérêt général. Peux-tu nous dire comment l'ONAC-VG a-t-il été impacté depuis le premier confinement ? Est-ce que dans une certaine mesure, la crise a-t-elle joué un rôle d'accélérateur dans la mise en place de nouvelles orientations ? Je pense notamment à la collecte en ligne au profit des EHPAD labellisés Bleuet de France. Alors comme ça a été dit en introduction, effectivement, nous, l'histoire même de la création de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est quand même très liée au premier conflit dévastateur de la Première Guerre mondiale. Donc je dirais que par nature, par essence, l'Office est né quand même dans des conditions un peu tragiques. En 2020, il est évident que quand la crise du coronavirus nous a tous pris un peu de court, on a été véritablement très impacté. Alors, je ne ferai pas de comparaison douteuse sur cette crise-là par rapport aux guerres. Je pense que chaque crise et chaque conflit a ses spécificités et que, en tout cas, la crise du coronavirus a au moins ce qui est très symptomatique, c'est qu'elle touche au moins les entreprises et tout le monde à des degrés très divers.
Alors, et puis, ce qui a été rappelé, effectivement, c'est que donc le Bleuet de France, qui est l'œuvre caritative du ministère des Armées, qui est abrité depuis 1991 maintenant au sein de l'ONACVG, c'est cette œuvre-là qui vient en aide aux veuves, aux pupilles de la nation, aux blessés de guerre, à nos plus anciens ressortissants et qui mènent des actions en faveur du lien armée-nation et pour promouvoir le devoir de mémoire. Il est évident que quand la crise est apparue et que le confinement a été généralisé en France, ça a eu des impacts très directs sur notre activité. Alors sur les activités mémorielles, c'est une certitude puisque sur toute la période du premier confinement, on a dû annuler toutes les manifestations qu'on avait prévues avec les scolaires, avec les jeunes, sur la visite de nos hauts lieux de mémoire, vraiment toutes ces actions de transmission mémorielle et citoyenne, tout ça ont été autant d'actions annulées. Et puis, il y a eu un deuxième impact, bien sûr, c'est sur tout ce qui concerne la collecte sur la voie publique pour le Bleuet de France, parce que traditionnellement, hein, je le dis souvent, le Bleuet de France, en termes d'activité, est avant tout né dans la rue. C'était avant tout les soldats qui revenaient blessés et qui confectionnaient à l'Institution nationale des Invalides des petits bleuets dans les ateliers qui ensuite allaient les vendre sur la voie publique. Et en fait, cette activité s'est poursuivie avec les années pour le Bleuet de France. Et on a toujours eu ce modèle, nous, en tout cas pour récupérer de l'argent qui était extrêmement lié à la collecte sur la voie publique. Jusqu'à présent, on arrivait à récolter, enfin à générer des recettes entre 1,2 million et 1,3 million, 1,4 million durant les bonnes années par an. Et 80% de ces recettes étaient très liées à l'activité, enfin aux collectes qu'on pouvait faire sur la voie publique. Donc inutile de vous dire que celles de mai et aujourd'hui celles de novembre sont purement et simplement annulées, donc ce qui fait courir un risque financier très important pour l'œuvre. Mais comme dans toute crise, il y a aussi des opportunités, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut, je pense, aujourd'hui plus insister. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je vais essayer de le voir à moitié plein. Et effectivement, cette crise a, comment dirais-je, accéléré tout le processus de transformation qu'on avait initié pour le Bleuet de France, notamment dans ce que moi j'appelle un processus de professionnalisation vraiment de levée de fonds et de crowdfunding. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait quand même bien anticipé avant que ce modèle qui dépendait beaucoup de la collecte sur la voie publique était un modèle quand même assez précaire, avec beaucoup de contraintes. Et donc, ça nous permet aujourd'hui d'accélérer un peu tout le process de transformation du Bleuet de France en nous tournant de plus en plus vers le numérique, en montant ce qu'on appelle des cagnottes en ligne pour des projets ciblés. Et ça a notamment été le cas lors du premier confinement, puisque, comme je le disais, on vient en aide aux veuves, aux blessés, à nos ressortissants les plus anciens. Et le besoin qui est apparu assez rapidement en mai, c'était, comme pour beaucoup d'œuvres, en tout cas, de venir assez rapidement en aide, d'aider nos ressortissants les plus démunis et donc nos résidents dans les EHPAD, parce qu'on a 170 établissements labellisés Bleuet de France, des EHPAD labellisés Bleuet de France, et donc on a voulu porter un effort de solidarité très fort, direct en avril et en mai, vers ce public-là. Et donc, on a monté une première cagnotte, une première collecte numérique fléchée vers des projets, vers nos ressortissants et vers les résidents des EHPAD, pour leur apporter un peu plus de confort matériel, leur délivrer des tablettes numériques, leur délivrer des jeux de société pour lutter contre l'isolement véritablement des personnes âgées dans ces établissements. Et effectivement, c'est un projet sans doute qu'on n'aurait pas mené tout de suite, ou qu'on n'aurait pas mené à cette envergure si la crise du coronavirus nous avait pas touchés tous si durement. Ce qui fait qu'en à peu près un mois, on a pu récolter 66 000 € et obtenir énormément de dons en ligne. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que ça a été satisfaisant de voir que on pouvait mener des projets très ciblés, très fléchés, et que au bout de la chaîne, les Français, que la générosité publique pouvait continuer à s'incarner sur des projets très concrets. Donc ça a été quand même dans la période une grande source de satisfaction. Merci Paul pour ces témoignages positifs.
Roxane, comme la quasi-totalité des lieux culturels, le musée de l'Armée a de nouveau été appelé à fermer ses portes à partir du 1er novembre, la semaine dernière. À votre tour, pouvez-vous nous parler des impacts de la crise sur vos différentes activités donc depuis mars? Et est-ce que, comme pour le NAC, finalement, le numérique vous a-t-il permis d'assurer une forme de continuité dans la transmission de la mémoire et de l'histoire militaire auprès des publics? Oui, donc alors vous avez entendu déjà parler tous et toutes du musée de l'Armée, donc qui a été fondé dans l'hôtel des Invalides en 1670, donc par Louis XIV. Nous sommes un musée qui existe en fait depuis 1905, qui possède un petit peu plus de 100 000 objets, pièces et tableaux depuis l'âge de bronze jusqu'au XXIe siècle. Et nous étions en 2019 le 6e musée le plus fréquenté de France, avec un petit peu plus d'1,2 million de visiteurs. Évidemment, en tant qu'établissement public, cette crise nous a impactés et nous a percutés de plein fouet. Nous avons fermé du coup pendant un petit peu plus de 3 mois, donc du 13 mars au 27 juin. Et donc depuis, le musée a eu à cœur comme défi non seulement de se remettre de cette fermeture qui a impacté du coup fermeture au public, annulation de différentes activités. Nous avons une quarantaine de concerts par an, donc plus d'une vingtaine a été annulée. Nous avons de grands rendez-vous culturels comme la Nuit des musées, le Salon Fine Arts, ou à venir par exemple à Sainte-Barbe, qui n'ont pas pu avoir lieu non plus. Au-delà de l'invitation à 2 expositions qu'il y a par an, c'est toute une activité pour nous qui a été interrompue, notamment autour de très grands chantiers comme la restauration du tombeau de l'empereur qui a lieu en 2020 et qui se poursuit jusqu'à début 2021. Tout ça a été un grand cran d'arrêt pour nous. Au-delà de ça, le musée a essayé de faire preuve de souplesse et le numérique a effectivement été une solution. Grâce à cette période, entre guillemets, le musée en fait a accéléré son processus de numérisation qui était déjà en cours et qui était déjà un enjeu important et qui est devenu majeur à cette période-là. Grâce à un certain nombre en fait d'initiatives, ça pouvait être alors le hashtag MA chez vous, qui permettait de donner en fait de façon très régulière un contenu sur les réseaux sociaux, sur le site internet, par des initiatives comme l'envoi de fiches pédagogiques auprès du jeune public, la publication d'anciennes expositions en ligne, dont notamment par exemple celle des Canons de l'élégance qui avait eu lieu en 2019 et qui présentait en fait les plus grands chefs-d'œuvre du musée de l'Armée et qui a mobilisé, qui a intéressé un petit peu plus de 3000 visiteurs en ligne. Grosso modo, nous avons eu à peu près 600 visiteurs par jour pendant la période. Et ça nous a permis en fait de capter de nouveaux publics, d'intéresser un public qui venait pas ou qui venait de façon occasionnelle, et donc du coup capter un nouvel auditorat qui nous intéressait et qui nous tenait à cœur. Depuis, les autres enjeux du musée portent aussi sur le fait que comme certains grands établissements publics comme le Louvre, en fait, le musée de l'Armée est très dépendant du tourisme, et notamment du tourisme international. Près de 70-75% en fait, de nos visiteurs sont des étrangers. Donc avec la fermeture des frontières et puis depuis les complications, la peur, les réticences qui font que les touristes ne sont plus au rendez-vous dans les grandes villes et en particulier dans la capitale, nous avons beaucoup de difficultés à retrouver nos visiteurs. Depuis le début de l'année, nous avons eu 300 000 visiteurs plutôt que notre 1,2 million des années précédentes. Donc, c'est 4 fois moins pour nous. Et du coup, à partir de là, nos défis sont aussi de capter de nouveaux visiteurs ou des visiteurs qui viennent de façon occasionnelle, des Parisiens, des Franciliens, pour les inviter à venir et revenir au musée de l'Armée. Redécouvrir nos collections, vous intéresser à notre programmation culturelle. Une autre solution aussi, ou en tout cas c'est une tendance que moi j'ai observée puisqu'il s'agit de mon activité, c'est le mécénat. Nous avons eu le plaisir de constater que tous nos mécènes restaient fidèles et répondaient au rendez-vous, puisque nous avons eu non seulement tous nos mécènes qui sont restés, certains qui ont demandé, qui ont eu besoin d'ajuster leur soutien, et c'était bien naturel compte tenu des difficultés économiques qu'ils rencontraient lors de cette période.
Ça nous a permis aussi de structurer notre rapport avec eux, les fidéliser davantage, réfléchir à d'autres méthodes pour les accompagner, pour qu'ils puissent nous accompagner dans notre activité, avec la perspective d'un club de mécènes, avec la perspective de les intéresser à d'autres projets, notamment des projets de transmission, dont je parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc ça nous a permis aussi de renforcer des liens avec le numérique nous a permis de renforcer des liens avec notre public et d'aller au-devant de nouveaux types de publics. Et la période nous a permis aussi de consolider notre activité dans le mécénat, qui est en développement, qui poursuit sa croissance cette année malgré la crise, et qui nous permet en fait d'envisager de nouvelles perspectives. Donc on voit finalement que voilà, il y a des effets négatifs, notamment sur la fréquentation, mais aussi des fenêtres d'opportunités qui se sont ouvertes pour vous. Paul, dans le contexte actuel, entre une recrudescence finalement des victimes du terrorisme malheureusement et une crise sanitaire qui perdure, est-ce que l'ONAC parviendra-t-il à maintenir son niveau d'engagement auprès de tous ses ressortissants? Et au-delà de la question financière, on a vu que c'était évidemment un enjeu central, comme l'a précisé Roxane. Quels seront les défis à relever pour les soutenir, pour soutenir vos ressortissants dans les mois à venir? Oui, en fait, j'écoutais attentivement les chiffres de fréquentation du musée de l'Armée, et c'est vrai que c'est des choses aussi qui sur lesquelles on se retrouve un peu. Je vais vous donner comme ça quelques chiffres pour illustrer. Cette année, on avait prévu une recette d'1 million d'euros. On avait revu un peu justement le niveau des recettes au mois de fin avril, début mai, parce qu'on considérait encore à l'époque que la collecte du mois de novembre serait encore possible, et parce qu'on sortait du premier confinement et que, on a fait le pari de l'optimisme en se disant que sans doute les conditions sanitaires permettraient de maintenir des collectes sur la voie publique en novembre qui, traditionnellement, nous rapportent 600 000 euros. Donc là, on se retrouve dans une situation, début novembre, où on lance des projets numériques, mais on est très, très, très en deçà du niveau de recette. Et c'est vrai que ce nouveau confinement nous porte un coup très rude sur le niveau des recettes. Alors, ça ne veut pas dire que cette année, en tout cas, on a maintenu la volonté, c'était vraiment maintenir un niveau d'aide, d'action sociale envers nos ressortissements très élevé. L'idée étant pas de dire, puisque c'est une année difficile pour les recettes, on va moins apporter d'aide. Non, justement, parce que c'est une année difficile, on a voulu, l'objectif, c'était vraiment de continuer à porter le niveau d'aide très haut. Et puis, en ça, l'année 2019 a été plutôt, comme on avait réalisé une très bonne année 2019, on avait, je dirais, encore un peu de marge financière pour apporter un appui financier assez certain. Ce qui est vrai aussi, et pour rebondir sur la question plus là, effectivement du contexte sécuritaire, on le voit bien, ces dernières semaines ont été terribles d'un point de vue des attentats, et donc effectivement on a un double regard à l'office, parce que quand on dit attentat, on a d'abord notre œil citoyen français, où on se sent très touché, mais on a aussi celui des agents de l'office, parce qu'on sait que derrière, sans doute, on va avoir des adoptions de pupilles de la nation, on va avoir des gens qu'on va devoir soutenir derrière. Et donc, souvent, les gens nous demandent oui, mais tiens, le Bleu de France, finalement, à quoi ça sert? Il y a de moins en moins de vétérans en France, il y a de moins en moins d'anciens combattants. Et puis, invariablement, moi, je rappelle que la France continue à s'engager sur les théâtres d'opérations extérieures, qu'on a aujourd'hui cette 4e et bientôt cette 5e génération du feu, que malheureusement le terrorisme qui frappe sur le territoire, c'est une réalité, et donc on a de plus en plus de ressortissants de l'office qui le sont à travers ce statut de victime d'actes de terrorisme, parce que je rappelle que depuis 1991, l'office accompagne aussi cette catégorie de ressortissants. Donc en fait, la pérennité du Bleu de France, la légitimité et le sens du Bleu de France, je dirais que c'est une œuvre qui est aujourd'hui, et l'Office, à travers le Bleu de France, bien sûr, les missions de l'Office, ce sont des missions qui sont aujourd'hui encore plus importantes qu'il y a encore quelques années, et donc il faut qu'on arrive, nous, à remettre de la visibilité aussi et du sens sur les missions qu'on fait quotidiennement. Et enfin, pour conclure, peut-être c'est juste sur cette partie-là, ce qui est difficile aujourd'hui, mais je pense que tout le monde peut l'observer dans son activité au quotidien,
c'est la prévision. C'est-à-dire qu'on est en France, on est un pays qui aime bien prévoir les choses. On fait des grands plans, on fait des plans sur à court terme et à moyen terme et à long terme. Et donc nous, on sort à l'office, on sort d'un exercice qui était un exercice de rédaction du contrat d'objectifs et de performance, qui était en fait un peu une espèce de grand livre blanc, de grande bible sur les 5 prochaines années de l'office. Voilà, comment on va aider les gens. C'était un peu je dirais notre plan de bataille. Alors, je ne dis pas que la Covid a renversé tout ça, mais ce que l'on peut constater malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, faire de la prévision à plus de 3 semaines, c'est quand même assez compliqué. Et je pense que chacun dans nos activités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ce nouveau royaume de l'incertitude et ce royaume de l'imprévision ne facilite pas beaucoup la programmation d'activités, la déprogrammation d'activités. Donc, on navigue un peu à vue. Et c'est la période qui veut ça. Il n'y a pas d'incrimination à avoir pour dire que c'est tel ou... Il n'y a pas de responsabilité. Je crois qu'il y a une responsabilité collective avant tout. Mais ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu dur dans les activités et depuis un an, ce qui est vrai, c'est que voilà, il est très difficile de prévoir quelque chose à un mois près. Donc, effectivement, ça ne facilite pas tellement ça facilite pas tellement le travail. Et puis, on est un peu challengé dans nos réflexes professionnels, nous qui aimons bien prévoir, anticiper, renseigner et puis dérouler tout un plan un peu précis. Voilà. Merci Paul. Oui, tu parles effectivement des annulations. Roxane, en septembre dernier, après justement un report et des restrictions, l'exposition consacrée à l'année 1940 a pu se tenir. Alors que le nouveau confinement y a mis un coup d'arrêt brutal la semaine dernière, quelles sont les nouvelles problématiques que vous voyez émerger et est-ce que vous considérez que ce sont les valeurs que vous véhiculez qui vous permettront d'y faire face demain? Le musée donc a rouvert le 27 juin avec donc une première réouverture estivale et ensuite en fait une inauguration de cette exposition comme en 40 à la rentrée. C'est une exposition en fait qui nous tenait particulièrement à cœur parce qu'elle s'intégrait en fait dans un cycle de commémoration autour de voilà l'anniversaire de l'année 1940 qui est une période très noire et qui en même temps aussi pour l'histoire de France et en même temps qui est une période qui reste assez méconnue et qui contient en fait en elle-même toutes les racines en fait des grandes thématiques et des grands sujets de la Seconde Guerre mondiale avec le début de l'espoir, l'appel du 18 juin. Et sur lequel le musée a fait des très très belles recherches. C'est une exposition superbe. C'est une exposition qui a effectivement permis de porter et tirer la fréquentation du musée. On avait réussi en fait avant la fermeture, donc la semaine dernière, le jeudi 29 à 18h, à passer d'une moyenne d'à peu près 400 visiteurs par jour, donc ce qui nous permettait de revenir progressivement à une fréquentation, à défaut d'habituelle, on va dire rassurante, en tout cas réconfortante. C'est une exposition en plus qui nous permettait d'inviter les Parisiens à venir et découvrir aussi, redécouvrir cette période de l'histoire de France. Un autre projet qui nous a permis justement de porter aussi cette fréquentation et l'attirer à nouveau, c'était le spectacle La Nuit aux Invalides qui avait eu lieu cet été à Paris. Donc dans la cour d'honneur des Invalides, tout un spectacle son et lumière qui présentait dans cette magnifique cour l'histoire de Paris et celle de l'Hôtel National des Invalides, qui avait réussi à capter près de 40 000 visiteurs. Donc tous ces projets sont désormais terminés, le musée est fermé. C'est effectivement un coup dur pour le musée de nouveau. Là où nous avions réussi à faire preuve d'une certaine souplesse, c'était que cette exposition comme en 40 devait avoir lieu 3 semaines après le début du confinement et nous avions pris le parti de la reporter de 6 mois, faire en sorte que voilà, tous les prêts, les assurances, tout puisse être décalé, ce qui nous a permis de faire à la fois une économie assez substantielle et puis de permettre au public de voir cette exposition tant que le musée était ouvert. Bien sûr, nous avons de nombreuses zones d'ombre puisque c'est à nouveau notre saison musicale avec une vingtaine de concerts qui risquent d'être annulés, mais nous envisageons par exemple d'essayer de mettre en place une captation, de maintenir ces concerts
dans notre cathédrale et de permettre une captation avec la radio classique. Nous avons cette exposition qui est fermée à nouveau, mais nous allons essayer de la prolonger au moins d'une semaine ou deux pour que le public puisse la voir à nouveau. Le musée est fermé, mais nous faisons en sorte que tous les gros chantiers, notamment le chantier de restauration du tombeau de Napoléon, puissent être maintenus. Pour que, au moins, à défaut de cette année 2020 qui est pleine d'incertitudes, l'année 2021 puisse, en tout cas, que tout soit fait pour que la vie puisse se poursuivre et notre activité aussi. En matière de mécénat, nous prenons un petit peu acte de ça. Nous avons été extrêmement touchés par la solidarité de nos partenaires, que ce soit des donateurs petits et grands, que des entreprises. Par exemple, notre projet de restauration du tombeau de l'empereur, qui fait l'objet d'une souscription internationale, fonctionne très bien et s'est poursuivi pendant le premier confinement et nous espérons qu'il se poursuivra pendant le deuxième. C'est une mobilisation dont l'objectif est de rassembler plus de 800 000 € et nous sommes en passe d'y parvenir puisqu'il nous reste plus que 70 € à mobiliser. Nos autres mécènes se sont tous maintenus et vont se poursuivre dans le temps puisque nous travaillons à faire en sorte que ce soit des partenariats qui se poursuivent sur 3 ans, 5 ans. Donc on voit que le musée continue à intéresser puisque le public était à nouveau présent, nos partenaires étaient à nouveau là, nous réussissons à poursuivre l'activité avec nos prestataires, nos équipes sont extrêmement mobilisées. Et nous, en matière de mécénat, ce que nous souhaitons essayer de mettre en place en matière de stratégie dans les prochaines années, c'est de valoriser et faire rayonner toujours davantage en fait les valeurs du musée. Nous ne sommes pas seulement un grand musée, nous sommes le plus gros musée historique en France. Nous sommes un musée des armées. Or, l'armée, ce sont des valeurs d'intégration qu'elle porte en elle-même. C'est la transmission de valeurs citoyennes, c'est la transmission de l'histoire de France par ces superbes collections. Et nous avons à cœur de faire en sorte que les projets que nous pourrions présenter de plus en plus aux mécènes par la suite seraient des projets qui seraient liés à la responsabilité sociale et citoyenne des entreprises, qui touchent aux valeurs de la République, qui favorisent l'insertion et l'intégration, qui sont des projets pédagogiques, qui sont des projets aussi tournés vers des personnes éloignées de la culture. Nous souhaitons que toutes les valeurs que le musée porte en lui-même et qui sont intrinsèques à ses collections puissent rayonner et puissent bénéficier d'un soutien toujours plus important. Ce sera notre réponse vis-à-vis de cette crise, vis-à-vis de la difficulté sociale et économique que le pays aura par la suite et la proposition que nous aurons vis-à-vis des mécènes. Dans des périodes de grandes difficultés, rassemblons-nous autour de valeurs qui nous sont chères. Merci à tous les deux pour la qualité de vos interventions. Nous allons maintenant répondre à quelques questions. Je relève celle de Jean-Pierre Pacoula, qui est président de la NOPEX. Suite aux derniers attentats, une communication ciblée aurait pu sensibiliser un public plus large pour mieux faire savoir ce que fait le Bleuet de France pour les victimes d'actes terroristes. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Paul? Je peux développer si vous voulez, Madame Westphal. Tout à fait, prenez la parole. Ah, ok, merci. Ouais, donc c'est plus ciblé vers l'ONACVG. Ça, j'ai vu toute la communication que vous avez lancée là, avec plusieurs petits films à partir de Franck Leboeuf, César aujourd'hui et les 3 autres qui vont suivre. Mais est-ce que vous n'auriez pas, je ne vais pas dire faire un peu d'opportunisme avec malheureusement les attentats qu'il y a eu et rappeler aux Français que le Bleuet de France, effectivement, n'est pas que dans l'esprit de beaucoup de Français que pour les poilus, mais aussi depuis de nombreuses années dirigé vers les victimes d'attentats terroristes. Je pense que c'est un message important à faire passer si l'on veut avoir du répondant derrière. Et deuxième chose, bon, donc, comme le musée de l'armée a une responsable d'une mission mécénat, est-ce que l'ONACVG a des mécènes pérennes ou est-ce qu'il envisage d'avoir une mission de ce type pour quand même avoir des mécènes? Étant donné que le mécénat, c'est quelque chose qui permet de faire rentrer quand même plus d'argent que les quêtes ou les films qui se limitent quand même à quelques dizaines d'euros. Voilà, merci. Merci pour ces deux très bonnes questions. Alors sur la première, gérer l'opportunité de communiquer en temps d'attentat et de rappeler la pertinence du Bleuet de France qui vient en aide aux victimes d'attentats terroristes. En fait, mon collègue, vous mettez le doigt sur quelque chose d'éminemment sensible et éminemment important pour nous, parce que c'est vrai, je ne dis pas que le débat existe en interne à l'ONACVG,
on est toujours, ça c'est évident, on a une grosse marge de progression sur la communication qu'on fait autour de la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme à l'ONACVG. Et on est toujours un peu tiraillé dans ces moments-là entre un effet d'opportunité de communiquer dans des circonstances tragiques et la volonté d'une certaine pudeur. Et voilà, on est toujours dans un temps un peu compliqué, mais je sais que vous connaissez ça par cœur. Et si je fais un parallèle avec malheureusement les morts pour la France militaire qui tombent en opération, vous savez que il y a toujours ce temps d'hommage sur le pont Alexandre III. Et donc, l'ONACVG, en tant que voisin, je dirais, va toujours sur le pont Alexandre III. On est toujours un peu tiraillé, c'est-à-dire qu'on se pose encore toujours la question de savoir si c'est le moment d'aller distribuer des bleuets, de rappeler ce que c'est que le bleuet. Donc, dans ces moments-là de tragédie, on a, je le concède, on a vraiment une vraie marge de progression là-dessus. Il faut, je pense, qu'on trouve le bon discours, les bons interlocuteurs aussi, parce que c'est vrai qu'on a ce travail à faire, nous, en interne à l'ONACVG. Et je dirais qu'il y a aussi toute cette pensée, elle doit aussi se diffuser auprès des autorités, je dirais, enfin, les autorités politiques, les journalistes, tout ce qui constitue aujourd'hui un peu l'opinion publique. Je sais que vous, les associations, voilà, vous savez tout ça et vous êtes de bons relais. On a, c'est vrai, clairement un travail à mener et pour je dirais, un peu s'améliorer. Sur la question du mécénat, là aussi, vous touchez une question tout à fait sensible et qui a été prise en compte justement dans le contrat d'objectifs et de performance de l'établissement. Alors, là aussi, hein, la Covid a un peu balayé certaines cartes, mais on va constituer au siège une mission mécénat au sein du bureau là, que j'occupe, donc avec un chargé de mission qui va, à l'instar de ce que fait très bien le musée de l'armée pour le tombeau de l'empereur et d'autres projets. Il va falloir effectivement qu'on aille chercher des grands mécènes. Alors les grands mécènes, on a déjà des grands partenaires, et au premier rang duquel Uneo, qui pour chaque collecte fait preuve de générosité envers le Bleu de France, et donc je ne saurais jamais trop les remercier. Mais il faut aussi qu'on aille effectivement voir les entreprises de la défense. Alors, on a établi quelques contacts avec de grands groupes. Je pense en particulier avec Naval Group, avec lequel justement cette année on aurait dû, si tout s'était à peu près bien passé, organiser des collectes sur les sites français de Naval Group. Ça aurait été à mon avis très intéressant. Et donc voilà, petit à petit, on est en train de constituer des approches vers les grands groupes pour avoir de grands mécènes, parce qu'on est bien convaincu que c'est sans doute plus facile de concentrer des efforts auprès d'un partenaire qui peut être en mesure de faire une grande action de générosité plutôt que de multiplier, comme vous l'avez dit, hein, même pour les dons en ligne, beaucoup de petites actions qui amènent un peu d'argent, hein, pour être très concret. Mais je crois il faut qu'on corrèle les deux. C'est-à-dire qu'on a ce souci de rester populaire, d'être au contact des Français, et que le maximum de Français puissent 1 euro, 3 euros, 5 euros, tout ça, c'est vraiment c'est de la générosité, mais c'est vraiment un symbole de solidarité qu'il faut qu'on préserve, et puis qu'on soit en mesure, pour aller chercher plus d'argent, pour avoir plus de recettes, d'aller parler, hein, je dirais, aux grands groupes, et puis de les intéresser à la cause de solidarité qu'est le Bleu de France. Merci à vous. Merci à toutes et tous pour votre participation. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Nous vous disons donc à la semaine prochaine, même heure, pour le second webinaire qui aura pour thème « S'engager malgré la crise ».